Alors, dites-nous Antoine, que pensez-vous de la vidéo de la semaine dernière avec Simon et Sébastien du Passe-Temps? Étiez-vous à l'aise lors du tournage? Vous savez, Simon, c'est un vieil ami. On a souvent joué ensemble au ski-jo. On est un peu comme des frères. C'était incroyable de les voir à la boutique tous les deux. Ils sont plein de bonnes idées, même si on n'était pas vraiment sûr pour la brosse des toilettes. Antoine, tu fais quoi? C'est... On comprend rien et en plus c'est pas du tout respectueux envers les anglophones. Vraiment, y a rien qui va. C'est stylé. Non, alors ça, et le chapeau, non. Quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou YouTube, coucou Alex, bienvenue dans cette vidéo du vendredi où on a déjà plein de choses à vous dire dans cette intro. Premièrement, il y a un focus en fin de vidéo sur Empire's End. Voilà, petit jeu que les Lucky Duck nous ont envoyé très gentiment, merci à vous. Ensuite, on a le concours de la semaine dernière, Mojo. Et bien, on a enfin notre gagnante qui a été tirée au sort. Alors, du coup, vous avez fait la liste des jeux qu'on n'avait pas présentés par rapport au passe-temps. Et je pense qu'on s'était pas rendu compte à quel point il y en avait beaucoup. La liste a été comme ça. Moi, je sais pas pour vous, mais ça m'a fait un peu genre, ah ouais, on n'a rien fait en fait. Bon, en tout cas, bravo. Ton nom s'affiche ici. Tu as gagné Mojo, soit tu peux venir le récupérer à la boutique si tu es du coin, et sinon, n'hésite pas à nous contacter sur Messenger ou Instagram pour nous donner tes coordonnées pour qu'on te l'envoie, voilà, par la poste, parce qu'on est très gentil. Voilà, pourquoi on est très gentil aussi, on vous fait gagner un de ces deux jeux, donc regardez bien la vidéo, on va vous faire peut-être gagner soit un crack word, soit un quick shot, qui d'ailleurs vont être expliqués pendant la vidéo, donc bon là vous dites c'est quoi ces jeux, vous le saurez plus tard et vous verrez si vous avez envie de participer au concours. Enfin, on a reçu notre catalogue de la sélection des boutiques ludiques qu'on reçoit toujours vers la période de Noël, donc sélection 2023-2024. Il y a des grands classiques, il y a des nouveautés, il y a des futures sorties qui quand même vont arriver assez prochainement. Il y avait Salem de la gamme des Facade Games. Non, je ne suis pas du tout biaisée. Il y avait surtout Roule Tampouille. Oui, Roule Tampouille chez les enfants, enfin comme d'hab. C'est une sélection très bien décortiquée et arrangée par catégorie, avec les infos précises et concises qu'il faut pour pouvoir se prononcer et faire sa liste de courses. Vous mettez ça aux toilettes, vous cornez vos petites pages, vous faites des petits cœurs à côté de ce qui vous plaît. Et voilà, c'est la bible de beaucoup de gens du monde ludique. Maintenant, j'ai rien oublié? Non, c'est bon, t'as rien oublié. J'avais une grande liste. On va pouvoir passer aux nouveautés. Alors, nouveautés, allons-y. Oui, ici c'est le bazar, comme toujours, on range nos bazars. On a Exploding Kittens, bien vs Mal. Vous voyez, il y a marqué Netflix ici. Eh bien oui, parce que c'est en rapport direct avec la série animée qui va sortir sur Netflix, normalement courant de fin d'année, la 2023. Oui, alors, je sais pas pour vous, j'étais pas du tout au courant qu'il allait avoir une série animée adulte sur Exploding Kittens. Donc, je l'ai appris ici. C'est un stand-alone, c'est pas une extension, c'est un jeu à part entière. Alors j'ai eu beau me renseigner sur internet, impossible d'avoir des informations précises. C'est-à-dire, je peux seulement vous dire qu'il y aura des nouvelles cartes. Donc dans ces nouvelles cartes, vous allez avoir des nouveaux chatons. Hop, aïe, je vais vous montrer. Des nouveaux chatons, mais aussi des cartes Armageddon qui apparemment vont rajouter beaucoup de chaos et de combats. Voilà, on peut les entreapercevoir ici. Et voilà, après apparemment il y a... C'est une boîte collector quoi, un petit peu. Alors collector, je sais pas, mais c'est juste en rapport avec la série, ouais. Ok, d'accord, voilà. Ouais, un peu spécial quoi. Voilà, voilà. Donc désolé, j'ai vraiment pas réussi à trouver plus d'infos que ça. Je sais juste que c'est en lien direct avec la future série Netflix que du coup je vais regarder vite fait de loin dès que ça sort pour voir un peu ce que ça donne. Ça va être fun de toute façon. Voilà. C'est bon, pas de problème. Ok, hop là. Ensuite, on a une Big Box Isle of Sky. Donc Big Box, vous allez retrouver le jeu de base, l'extension Druid, pas la deuxième extension qui était Journeyman, c'est ça? Oui. Par contre, vous aurez les modules Tunnel et un nouveau module qui n'existait pas avant, le module des frontières. Et vous aurez aussi des petites nouvelles tuiles score. Ils ont refait les graphismes. Non, je plaisante. Ah oui. non, je plaisante. Ah bah c'est le style des... C'est le style des jeux allemands. Ouais. Voilà. Il est vraiment très bien ce jeu pour le coup. Oui, enchère, négoce à moitié, placement de tuiles. Il y a un côté Carcassonne compétitif avec des enchères. C'est vraiment très cool. Alors, plein
placement de tuiles encore, mais pas du tout pareil. Castles of Mad King Ludwig. Il y en a 2. Oui, non, je suis. Oh, hein, t'as spoilé. Hop là, moi je te parle d'abord de la grosse boîte. Par les Lucky Duck. L'auteur, c'est. Pas marqué. Ah ouais. Il s'appelle pas marqué. Il s'appelle King Ludwig, peut-être. Non, en vrai, je vois pas marqué. C'est triste. C'est étrange. Ah si, Ted Alspach. Très bien. Voilà. Donc du coup, vous allez jouer les architectes du roi fou Ludwig et lui construire le meilleur des châteaux. Donc il faut être le meilleur architecte. Attention, sinon il vous coupe la tête parce qu'il est vraiment taré. Comment ça va se passer? Vous allez récupérer des tuiles en fait de différentes pièces en fait et vous allez les coller, les agencer pour essayer de marquer le plus de points de victoire possible. Chaque type de salle va marquer un peu différemment. Les types de salles, vous voyez, c'est les couleurs. Donc chacun crée son petit château dans son coin, mais il y a beaucoup d'interaction. Vous voyez Isle of Sky, là on disait un peu négoce, agencement de tuiles. C'est un peu la même parce que à chaque tour on va avoir un architecte qui va être en gros le joueur actif et qui va positionner des tuiles, donc il va les piocher. Et il va les positionner sur les, je crois il y a 4 ou 5 ou 6 emplacements de marché en gros. 5 ou 6, ouais, 5 ou 6 voilà, en gros il y a la première place de marché, faut payer 5 pièces, 4 pièces, 3 pièces, etc. Exactement. Et en gros, il va décider quelle pièce il va mettre dans quel coup. Voilà, ce jardin-là, tiens, je vais le mettre, il va coûter 5 pièces. Très bien. Et plutôt cette chambre, bon, elle va coûter que 2 pièces. Et en fait, il va agencer comme ça le marché. Et après, en partant de son voisin de gauche, chacun va choisir quelle pièce il va lui acheter. Donc, si vous voulez le jardin que j'ai mis à 5 pièces, vous me payez 5 pièces. Ok, tu as utilisé 2 fois le même terme pour pièce, donc quand tu voulais dire salle. Okay. Oui, si vous voulez la salle... Il faut acheter des... Non. Ok. Pardon, on achète des salles avec des pièces, mais on n'achète pas de pièces avec des salles. Avec de l'argent. Voilà, de l'argent. Donc du coup, vous avez envie de prendre la serre. Voilà, vous prenez la serre, vous me payez 5 pièces d'or. D'accord. Et chacun de votre tour, vous faites ça. Et après, je me sers en dernier. C'est là où on aura les dilemmes dans ce jeu. C'est comment vous allez organiser dans votre marché. Vous avez envie de dire, ok, lui, ça se voit, il veut justement un jardin parce qu'il va grave scorer sur le jardin. Donc je vais lui mettre super cher. Mais en même temps, j'ai pas envie de lui mettre trop cher parce que sinon, il va peut-être pas me l'acheter. Mais oui. Mais en même temps aussi les pièces qui vous intéressent vous, parce que vous allez les acheter aussi à la fin quand ça arrive à vous, mais vous payez pas vous-même, hein, vous payez à la banque. Oui. Voilà. Les pièces qui vous intéressent, enfin la salle qui vous intéresse, vous allez les mettre pas très cher parce que vous n'avez pas envie de raquer. Mais si elle est pas très chère, les autres vont peut-être vous la prendre d'ici à ce que ça vienne à vous. Donc c'est là vraiment le gros centre du jeu où il y a une énorme interaction parce que chaque tour est défini par qu'est-ce que vous offrez aux autres et qu'est-ce que vous vous offrez aussi. Exactement. Vous avez plein de négoces, hein. Vous dire non, mais pas ça là, c'est super cher parce que regarde, lui il le veut là, donc vas-y, fais-le raquer fort. Des choses comme ça. Et après, c'est de l'agencement de tuiles. Vous allez agencer, coller. Alors il y a des pièces qui vous disent que s'il y a tel type de pièce adjacente à celle-là, ça fait des points en moins. Oui. Mais si vous arrivez à fermer la pièce, donc à mettre des pièces de chaque côté, là par exemple, vous voyez, celle-là, elle n'est pas encore fermée parce qu'il me reste 2 entrées où j'ai pas mis de pièces dessus. Mais quand je la fermerai, je gagnerai les points qui sont écrits ici, mais aussi ici s'il y a des conditions, c'est ça hein. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Là, je gagnerai 3 points si j'arrive à mettre. Là, j'ai mis non, j'ai pas mis encore la salle de forge. Il faudrait que je mette une salle de forge et une salle de musique. Voilà. Qui est là d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans vous pouvez acheter des escaliers qui vous permettront de positionner des pièces qui sont en fait des salles, je vais y arriver, hein, des salles qui sont spéciales sous-sol. Elles ont un petit dessin de petit escalier. En fait, on peut acheter les escaliers et les couloirs, c'est des trucs qu'on peut acheter tout le temps. C'est pas dans le marché, c'est peu cher. Ouais. Voilà, donc les couloirs pour vous permettre du coup de desservir plusieurs salles et les escaliers pour pouvoir utiliser les salles du sous-sol. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des cases, des salles qu'on peut pas jouer poser si on n'a pas fait d'escalier. Forcément d'escalier, ce qui est logique. Voilà. À quoi ça sert la petite boîte? C'est une extension, mon cher. Et en fait, ils disent que le roi, il est vraiment encore plus space et ils vous demandent des trucs vraiment bizarres. Dedans, vous avez plein de petits modules, de petites extensions que vous pouvez mélanger comme vous voulez, jouer avec 1, 2, 3, aucune. Vous allez avoir les rénovations qui fait que vous pouvez remettre une pièce par-dessus une ancienne. Genre...
Oh là là, merci Alex. Une salle de musique par exemple, elle vous saoulait, vous mettez une autre salle par-dessus. Vous pouvez mettre des tours qui vont apporter de nouvelles récompenses, donc elles ressemblent à ça un peu. Vous allez pouvoir mettre des douves autour du château avec des petits signes, trop mignons, qui vont les signes à échanger contre de l'argent, voilà. Vous pouvez aussi mettre des passages secrets qui vont doubler les bonus de connexion de salles. Je vais y arriver. Et il y a des décrets royaux qui vont pouvoir donner de l'asymétrie. Chacun aura son petit pouvoir en plus. Et donc c'est cool, vous aurez aussi des variétés d'objectifs bien plus variées. Et ce qui est cool, c'est que la boîte, elle est comme le jeu Canvas, tu sais, tu peux mettre les deux boîtes en côte à côte. Non, pas de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là! Ça, c'est bon, personne n'a la place de mettre ça dans sa mais c'est stylé. Mais c'est satisfaisant, je l'avoue. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur les pièces des salles du château. J'enchaîne avec un autre univers, le Witcher, l'ancien monde, donc distribué par Matago, de Go On Board et CG Projekt Red. Je vais y arriver. L'auteur, c'est Lucas Wozniak. Voilà. Donc, pour ceux qui sont familiers de l'univers du Witcher, vous n'incarnez pas Geralt de Rive. Non. Ça, apparemment, ça a fait scandale. Mais non, vous n'incarnez pas Geralt. Vous jouez bien longtemps après ses aventures et vous jouez en fait des sorceleurs qui sont en quête de gloire. Voilà. Okay. Vous êtes anonyme, mais vous faites ce qu'il faut pour ne plus être anonyme et être stylé et être le nouveau Geralt. C'est un jeu compétitif de deck building et asymétrique, très asymétrique, parce que de base vous allez avoir un deck différent en fonction de votre école et aussi un plateau joueur très différent les uns des autres. Vous avez des figurines vachement stylées quand même, on le voit, hein. Et vous allez avoir un grand plateau et ça va se faire en gros en 3 grandes phases le jeu. La première phase, vous allez jouer des cartes de votre main pour vous déplacer sur le plateau et vous équiper, acheter des trucs, faire des petites quêtes justement pour avoir de l'argent et acheter des potions et tout. Pourquoi avoir ça? Pour pouvoir, à la deuxième phase du jeu, aller commencer à affronter les gens. Parce que le but, c'est d'être certes le plus renommé, mais comment on est renommé? Il faut être le premier à choper 3 trophées. Les trophées peuvent se gagner de différentes manières, soit en défonçant des monstres légendaires, voilà, vous êtes des sorceleurs, soit en défonçant vos collègues, les sorceleurs. Je sais pas pourquoi, il y a des guerres intestines. Vous pouvez vous battre avec vos potes, et si vous les battez, vous gagnez un trophée. Donc contre ses potes, enfin qui sont pas vraiment des potes. On peut se battre contre les autres joueurs. Voilà. Ou enfin, méditer. Donc en gros, si vous arrivez à augmenter de fou vos capacités, qui généralement vous le faites dans la première phase, celle où vous êtes vraiment super fort, vous pouvez en plus faire de la méditation par-dessus et ça vous fait gagner des trophées. Donc du coup en gros la deuxième phase vous allez surtout aller sur les lieux pour soit où il y a des monstres, soit où il y a des sorceleurs, et le combat ça va se passer surtout avec vos cartes où vous allez un peu enchérir sur les combos. Vous allez jouer une carte qui, je sais pas, un petit morceau, là vous voyez il y a des petits morceaux de couleurs, et en gros si cette carte là vous la jouez avec d'autres cartes de votre main qui ont les couleurs ici demandées, ça fait encore plus de valeur. C'est du chaînage. Ouais, c'est du chaînage combo en fait. Sauf que si on vous fait des dégâts, qu'est-ce qui est votre vie? C'est votre deck. En gros, plus les dégâts qu'on vous fait, vous défaussez vos cartes. Et si vous n'avez plus rien dans votre pioche, vous êtes KO. D'accord. Vous revenez en jeu, mais ça fait un trophée pour l'autre. Donc en gros, vous avez le dilemme d'acheter des cartes pour avoir des méga combos en main, mais aussi avoir plein de vie. Mais souvent, plus vous avez de cartes, plus votre stratégie de deck est édulcorée et moins puissante. Okay. Voilà, c'est à peu près ça. Des quêtes qui sont lues par le voisin, vous avez des choix dont vous connaissez pas la sortie. Donc c'est un peu narratif, mais extrêmement rejouable du coup. Ok. Voilà, c'était The Witcher, l'ancien monde. Je crois que c'est à toi. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Spellbook est arrivé enfin à la boutique. Je sais qu'il avait été teasé un petit peu quand on était à Cannes, parce qu'on l'avait vu. Si vous étiez sur Instagram, Alice vous a très certainement montré quelques illustrations. On n'avait pas encore joué au jeu. On y a joué et franchement ça va beaucoup plaire, je pense, à des joueurs type un peu, je dirais, Splendor. Peut-être vraiment tout ce qui peut être un peu de combo de cartes, mais pas trop non plus costaud. Peut-être des joueurs de Res Arcana vont s'y retrouver aussi, parce qu'il y a une thématique assez proche avec des sorts qu'on va lancer. En termes de mécanique, ça va pas être très compliqué. Et ce qui est très bien fait dans ce jeu, en termes d'édition, c'est que vous avez un récap
de tour de jeu. Et en fait là, dans la mise en place, vous avez un petit pot ici qui est commun à tous, un petit plateau avec des jetons dessus, un petit sac dans lequel il y aura des jetons et chaque joueur aura ça devant lui. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, parce que je vérifie quand même, oui c'est ça, 1 à 4 joueurs, il y a quand même un mode solo, à partir de 12 ans, même si je pense que 10 ans ça devrait le faire, et pour des parties d'environ, on va dire, allez, en 40, une heure de jeu on va dire à peu près. Donc dans Spellbook, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de réaliser, en fait, je vais y arriver, d'apprendre des sorts, donc il y en a 7 en tout. Mais on peut également essayer de gagner la partie en s'occupant de son familier, en nourrissant son familier, tout simplement. Quand on va apprendre des sorts, on va poser des petits jetons dessus, et il y a 3 niveaux de sorts. Quand j'ai appris un sort, bah, du coup, en fonction, je peux l'apprendre au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. Forcément, ça ne rapporte pas tout à fait le même nombre de points de victoire, parce que vous voyez qu'à droite des niveaux, bah, il y a des points de victoire qui seront rapportés. Mais je peux également, durant la partie, comme je disais, m'occuper de mon familier, et du coup, je poserai des petits jetons comme ça dessus, et plus je vais aller loin, plus ça va me permettre de marquer des points. Dès qu'un joueur aura appris 7 sorts, ça va être fin à la partie, ou alors, dès qu'un joueur aura entièrement rempli le plateau de son familier, ça va être mettre fin à la partie, on va compter les points, celui qui a le plus de points, évidemment, l'emporte. Un tour de jeu est relativement simple et très bien expliqué par cette petite carte ici. Vous avez en gros 3 phases qui vont se succéder, donc vous allez avoir le matin, puis ensuite le midi, puis ensuite le soir, tout simplement. L'idée, c'est que déjà, on vous rappelle que en termes de ressources ici, vous êtes limité à 9 maximum à tout moment, on ne va jamais excéder 9. Première phase, du coup, c'est mon tour de jeu, je fais le matin. Vous avez le choix entre 2 actions. Soit vous faites la première action qui est de prendre un jeton sur l'hôtel ici, donc je prends, mettons, celui-ci. Ou alors, je peux me dire, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je vais piocher tout simplement 2 jetons ici. Voilà, hop, mettons, j'en pioche 2. Je pourrais le faire, tac. Dans mon exemple, ce ne sera pas fou, donc hop, on va prendre ça. Voilà. Ça, c'était le matin. Vous avez une autre action, ça va être le midi, du coup. Ça va être de stocker tout simplement un familier. Donc, un sur le familier, c'est je prends un jeton, puis je stocke un dessus. Voilà, okay. C'est pour stocker sur le familier. On a une action du soir ensuite qu'on va faire après qui est apprendre un sort. Pour apprendre un sort, vous avez tout simplement besoin de payer le coût indiqué. Le coût indiqué sur une carte, mettons si je prends l'abondance par exemple ici, vous avez 3 niveaux. Le niveau 3 va me coûter, comme indiqué en tout petit dans le cercle ici, 3 jetons de la couleur du sort. Donc là, ça me coûterait 3 jaunes pour apprendre le niveau 1. Ici, le niveau 2, ça va me coûter 4 jetons jaunes. Et ici, 5 jetons jaunes pour le niveau 3, donc du coup pour gagner 7 points. Quand j'apprends un sort, bah là, je peux très bien payer 3, donc c'est l'action du soir. Je paye 3, je prends un des jetons et je le pose dessus. Je fais, comme indiqué ici, immédiatement le sort qui est de piocher 2. Donc piocher 2, je récupère immédiatement 2 petits jetons comme ceci. Et ça fait des points de victoire d'avoir fait ça. J'en aurai 3. Okay. Mais par contre, j'ai appris ce sort-là à ce niveau-là, donc je ne pourrai malheureusement pas le réapprendre plus tard. Si j'ai envie de faire celui-ci, bah, je ne peux pas. J'ai appris ce sort-là et je ne peux plus le refaire. Particularité, c'est que quand on apprend un sort, on peut également utiliser 3 jetons de symboles identiques pour faire un joker. Donc là, par exemple, je pourrais dépenser ces 3 jaunes, puis ces 3 jetons-là de forme de symboles identiques, et donc du coup, ça me fait un joker jaune. Donc en fait, je peux apprendre immédiatement le niveau 2, puisqu'il me demande 4. Je dépense ces jetons, je pose ça dessus, et c'est bien plus intéressant en termes de pouvoir et en termes de points, évidemment. Alors, je ne vous ai pas exactement tout dit, puisqu'en fait, vous le voyez ici sur ce récap de tour, c'est qu'en fait, on a toujours le choix entre 2 actions. La deuxième action pour chacune des phases, ça va être, donc si je reviens au matin par exemple, à la place de piocher ici ou là, vous pouvez également faire l'action d'une carte matin. Qu'est-ce qu'une carte matin? En fait, vous voyez, vous avez 7 sorts devant vous. L'abondance n'a pas de symbole de jour. Ici, on a un sort de jour, ici 2 sorts de matin et ici 2 sorts de soir. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous arrivez à une phase, vous avez le choix entre l'action que je viens de vous expliquer ou activer le pouvoir d'un sort que vous avez appris. Par exemple, lors du matin ici, plutôt que de prendre ici, je pourrais me dire, non, je vais activer mon sort du matin, ça va être celui-ci, qui me permet de défausser un petit jeton rond pour piocher 4. Alors en admettant que j'avais du rond, on va dire que j'avais celui-là, et du coup je peux dire, moi je fais mon action du matin, donc l'action qui renvoie au sort de sacrifice, je défausse ceci, hop, que je mets dans ce petit bac-là, et je pioche maintenant directement 4. Donc j'en pioche 4. Ça peut être rapidement bénéf, effectivement. Exactement. On a ça pour toutes les phases de jeu. Donc là, je vous ai juste montré celui-ci, ce sort-là en tout cas. Donc je l'ai pour le matin, je l'ai pour le jour et je l'ai pour le soir. Et ce, on va dire 2 fois, parce qu'il y a toujours 2 sorts pour chaque phase. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder l'état de l'hôtel et en fonction, on va recompléter. Ou alors, on va, si jamais par exemple il est rempli, tout supprimer. On défausse tout ça, on le met là-dedans et on re-remplit à 5. Au fur et à mesure de la partie, du coup, dès qu'un joueur, comme je l'ai dit, a appris 7 sorts ou a rempli entièrement son familier, ça met fin à la partie, on compte les points.
C'est relativement accessible. Vous vous dites, bah ouais, mais d'accord, mais en termes de durée de vie, bah du coup, On les connaît vite, les sorts, c'est dommage. Les sorts, on les connaît très vite. Eh bien non, parce qu'en fait, vous avez plein d'autres sorts à l'intérieur qui vont changer la mise en place en fait. Et donc du coup, ces sorts-là, soit, bah, en général, on les prend tous les mêmes, hein, mais on peut faire un tirage aléatoire. On va dire, bah sur cette partie-là, on va jouer tous celui-ci, et puis on va jouer aussi celui-ci, et puis on se jouera celui-ci, etc. Vous en prenez toujours un par couleur, mais vous sortez des cartes totalement aléatoires, en respectant évidemment les contraintes qu'il faut toujours une carte par couleur, mais ça vous permet déjà de découvrir de nouveaux pouvoirs et de trouver des fois des combos que vous n'auriez pas eu sur d'autres setups. Je fais notamment le point sur cette mise en place qui sera optimisée par une application qui existe, que vous pouvez télécharger, qui va vous permettre de créer des setups ou même d'en tirer aléatoirement. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie de mélanger les cartes, de tirer au pif, vous allez voir l'application, vous sélectionnez, vous dites bah, je veux un tirage aléatoire. L'application vous sort un tirage et vous jouez avec. On m'a même dit qu'on pouvait enregistrer des mises en place. Exactement, on peut enregistrer des mises en place. Celle-ci, elle était vraiment cool, il faut que je te la fasse tester. Exactement, celle qu'on a adorée, on l'enregistre, on dit ah, franchement celle-là était vraiment cool. Il y a énormément de possibilités, je sais plus le chiffre, bon on s'en fiche un peu, l'idée c'est de comprendre que si vous souhaitez, vous ne ferez jamais 2 fois la même partie. Exactement. Et si vous souhaitez, vous pourrez refaire tout le temps la même partie en fait, c'est ça qui est génial. Tout à fait. J'ai pas fait le détail sur tous les sorts parce qu'il y en a pas mal. Ne serait-ce que sur ces cartes-là, je vous laisserai les découvrir, mais il y en a qui permettent effectivement d'avoir plus de contrôle sur le familier, plus de contrôle sur l'hôtel, plus de contrôle sur la pioche, d'autres qui vont permettre d'améliorer un sort, c'est-à-dire que vous avez un sort niveau 1, et en fait il y a un autre sort quand vous l'avez appris, il vous permet d'améliorer un sort au niveau supérieur. Alors évidemment souvent ça peut vous bonifier le pouvoir, parfois non, mais ça vous permet notamment de bénéficier des points de victoire, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette stratégie-là en fait. C'est pas obligé que vous gagnez si vous mettez fin à la partie, c'est ça qui est toujours important, et si on retrouve ce côté-là dans Res Arcana, c'est que du coup, bah, quand vous mettez fin à la partie, c'est pas forcément vous qui gagnez. Voilà pour Spellbook, un jeu d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, de Phil Walker Harding, et chez les Space Cowboys, pardon. On enchaîne, donc là on n'est plus chez les Space Cowboys, on est chez Yellow, on arrive avec Ancient Knowledge, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur y mettre, effectivement, c'est plutôt un jeu qu'on va conseiller pour 2 joueurs, ou 3, 4 joueurs, ça peut prendre en longueur, ça peut, mais après si vous ne voyez pas le temps passer, tant mieux pour vous. Mais l'idée c'est qu'à 2 joueurs, au moins vous êtes sur un jeu qui va durer entre 1 heure et 45 minutes. Donc c'est souvent un jeu qu'on va conseiller pour 2 joueurs, notamment parce que l'interaction n'est pas le point fort du jeu, même s'il y a quelques cartes qui vont vous permettre d'interagir avec les autres joueurs. Ici on est plutôt sur ce qu'on appelle, comment on peut appeler ça, un board game card où en fait on va déplier, on va dérouler, voilà, un déroulement de cartes, on va dérouler des cartes qui sont en fait des cartes qui représentent des anciennes structures qu'on a découvert en fait. Des vestiges. Exactement, des vestiges, merci, du passé. Et en fait ces vestiges-là, ils ont du savoir. Le problème c'est que ce savoir-là, il va se décaler. Malheureusement, si ce savoir-là il tombe dans l'oubli, bah, ça vous fera des points de victoire en moins. Donc l'idée ça va être de gérer au mieux vos cartes, ça va être essentiellement un jeu de combo de cartes, d'essayer de ralentir la progression des cartes pour, on va dire, récupérer un maximum de connaissances de ces cartes-là, de ces vestiges-là, pour éviter de les perdre et du coup de perdre des points de victoire. Globalement, comment va fonctionner le jeu? Déjà, on a mis en place, chaque joueur va avoir un plateau comme ceci. On va avoir un tas de cartes qui est gigantesque parce que toutes les cartes sont en un seul exemplaire. Forcément, il y a un vestige qu'une fois dans la partie. Chaque carte va se composer plus ou moins de cette manière-là. Vous avez une icône ici qui va rappeler son type. Ici, pas un coup, mais vous verrez un emplacement obligatoire. Ici, le nom du vestige. Ici, le nombre de petites tablettes comme ceci qu'on va mettre sur la carte quand elle sera jouée. Le nombre de points de victoire qu'il va vous rapporter quand elle sera dans votre zone d'archives. Et enfin, le petit pouvoir qui va s'appliquer à une phase bien précise. Comment on joue Ancient Knowledge? Ce que j'adore dans ce genre de jeu, quand c'est bien édité, c'est que vous avez un récap de tour, comme on l'avait pour Spellbook, qui est extrêmement bien fait. Vous avez 3 phases que vous allez enchaîner jusqu'à ce qu'une fin de partie arrive. La fin de partie, c'est quand un joueur aura archivé 14 cartes. Dès qu'il y a 14 cartes d'archiver, on met fin à la partie et celui qui a le plus de points l'emporte. La première phase de jeu, c'est la phase d'action. Et la phase d'action, elle consiste à faire 2 actions au choix parmi 5. Alors je vous déroule ça. Vous avez du coup, une des actions les principales qu'on va faire, c'est de jouer une carte. Je vais avoir des cartes en main. Et quand je vais jouer une carte, je vais regarder ici son chiffre qui est là. Et vous voyez que ça correspond aux chiffres qui sont ici, qui vont de 6 à 1, ou de 1 à 6. Cette carte-là, elle a 5, donc quand je la joue, je la pose à l'emplacement 5, puisque ça correspond, et je vais poser le nombre de tablettes indiquées dans l'icône qui est juste en bas de la carte, donc ici 3. Ça, c'est des choses que je vais tenter de récupérer. Ça tombe bien, parce qu'une autre action possible, ça va être notamment de pouvoir défausser des cartes de ma main, pour essayer, pour chaque carte que j'ai défaussée, en fait, de retirer un petit jeton comme ceci.
Une autre action que je peux faire, ça va être d'apprendre. Apprendre, ça va vous permettre de récupérer des petites tuiles. Donc vous aurez 2 tuiles différentes, des niveaux 1 et des niveaux 2. C'est des tuiles de savoir qui vont vous permettre en fait d'activer des pouvoirs immédiats et qui vont vous permettre de contrôler un peu plus le jeu. Et il y a également des manières en fait de supprimer différents petits jetons pour accélérer un peu le système de récupérer en fait ces petits jetons là, de les supprimer, donc ça vous permet en fait de ne pas perdre de points de victoire. Ça c'est les petites tuiles qui vont vous aider durant la partie, ça permet, c'est quand on apprend. On va avoir notamment la possibilité de excaver, donc en fait quand on va avoir des cartes dans l'archive, donc des cartes qui sont ici, on va pouvoir les incliner. En fait, on va fouiller dedans. Et pour chaque carte que j'incline, je pioche 2 cartes. Vous verrez que ça, c'est hyper important parce que ça marche à flux tendu un petit peu vos cartes. Donc, il faut essayer de générer des cartes pour essayer de marquer des points de victoire, mais il ne faut pas trop en jouer parce qu'au bout d'un moment, vous avez moins de choix et les cartes ont quand même un intérêt en fonction des effets que vous aurez en main. La dernière action, ça va être tout simplement de fouiller. Donc, je peux fouiller une carte, c'est-à-dire qu'en fait, je pioche une carte et je l'ajoute à ma main, tout simplement. Il y a des cartes un peu spéciales qu'on peut jouer. Ce sont des cartes comme ceci, qui ne vont pas se jouer parce qu'elles n'ont pas de numéro, elles ne se jouent pas sur la frise, elles se jouent juste ici, ce sont des artefacts. Et ces cartes-là, quand vous les jouez, vous êtes limité à 6 artefacts dans la partie, et donc du coup, à 5 artefacts, pardon, je ne sais pas compter, 5 artefacts dans la partie, et c'est des cartes aussi qui vont pouvoir vous permettre d'obtenir certains bonus. Alors il y a des bonus qui sont permanents, et il y a des bonus qui vont s'activer à certains moments. C'est notamment lors de la deuxième phase, ce qu'on appelle la phase de chronique. Donc une fois que j'ai fait ma phase d'action, 2 actions au choix, je peux faire 2 fois la même. À la phase de chronique, on active toutes les cartes qui ont ce symbole-là, c'est-à-dire une espèce de petit maillet qui tape sur des cailloux. Et donc cette action-là, enfin cet effet-là va pouvoir s'appliquer, mais également cet effet-là, par exemple. Là c'est marqué, si j'ai au moins 4 comme ça dans mon passé, et ben du coup je défausse un de mon plateau. Je n'ai pas 4 cartes dans mon passé, donc je ne peux pas l'appliquer. Mais au moment où j'en aurai, et ça me drive un peu ma manière de jouer, du coup sur cette carte-là, ça va me permettre d'aller chercher des cartes de ce type dans mon passé, pour ensuite bénéficier de l'effet. On a des effets qui sont permanents ici, avec le petit symbole infini. Une fois qu'on a fait ça, on a la dernière phase de déclin. La phase de déclin, ça consiste à décaler toutes vos cartes. Alors évidemment, quand j'ai beaucoup de cartes, on va dire que j'ai ceci. Cette carte-là, mettons, était décalée au tour précédent. J'ai joué 2 cartes à ce tour-là. Maintenant, il y aura la phase d'activation et ensuite la phase de déclin qui va faire que celle-ci se décale et que celle-ci va se décaler et que celle-ci va se décaler. Attention, si une carte qui est ici au niveau 1, hop, se décale et tombe dans le passé. Le problème, c'est que si elle a des petits marqueurs ici, ces marqueurs-là vont dans cette zone ici, et vous allez perdre 1 point de victoire pour chaque petite tablette qui se trouve ici. Donc il faut mieux pas qu'une carte qui soit au niveau 1 parte ici avec des tablettes, parce que malheureusement, ça vous fait des points de victoire en moins. Vous allez essayer de les retirer. En revanche, ça, c'est des points positifs. Donc toutes les cartes qui sont ici vous font des points bruts indiqués sur la carte. J'ai, je pense, à peu près fait le tour du jeu. Il y a des petites subtilités quand vous jouez des cartes. Parfois, quand je joue une carte au niveau 5, j'ai pas envie qu'elle soit au niveau 5, je veux qu'elle soit un peu plus proche de la fin, parce qu'il n'y a que 9 tablettes, bon, c'est beaucoup 9, par exemple celle-ci 3, je veux qu'elle se rapproche plus de la fin, parce que ça m'intéresse plus qu'elle soit au niveau 3 à ce moment-là. Dans ce cas-là, quand je la joue, je vais pouvoir payer un certain nombre de cartes. Pour chaque carte payée, je vais pouvoir la décaler d'une case. Okay. Ça me permet justement d'optimiser le placement, parce qu'en plus on est limité qu'à 2 cartes par emplacement, donc il faut faire attention à ça. On ne peut pas jouer toutes nos cartes et attendre que tout se décline à un moment donné. Il faut essayer d'optimiser tout ça. Je ne suis pas rentré dans tous les pouvoirs de cartes, mais il faut savoir que certaines cartes ont des pouvoirs un peu identiques. La plupart des cartes vont être essentiellement dans de l'optimisation pour retirer au plus vite des tablettes. D'autres vont vous faire des points de victoire à condition de remplir les contraintes spécifiées sur la carte. Il y a des effets qui sont immédiats, d'autres qui se font lors de la phase de chronique. C'est vraiment un jeu qui va intéresser, on dit en général les joueurs de Magic, mais en fait les joueurs de manière générale de combos de cartes. Là on est vraiment sur du jeu où il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, c'est pour ça qu'on vous conseille forcément d'y jouer à 2. Mais à l'inverse, on a vraiment ce côté où on va voir petit à petit nos vestiges disparaître et on va essayer justement de retirer un maximum d'informations de ces vestiges-là avant qu'ils disparaissent pour pouvoir bénéficier des points de victoire sans trop en perdre. Voilà pour Ancient Knowledge, un jeu qu'on conseille, comme je vous le dis, très souvent pour 2, mais vous pouvez y jouer à plusieurs, il n'y a aucun problème. On enchaîne sur un autre style de jeu, alors je ne l'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, mais Ancient Knowledge, je reviens dessus. Il est écrit en petit en haut, mais c'est un jeu de Rémi Mathieu. Voilà, oui, c'est vrai, c'est important. J'ai pas vu les illustrations parce qu'il me semble que c'est toute une équipe qui a fait les illustrations. Et donc c'est pas une seule personne qui a travaillé dessus. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là... Il me semble que c'est effectivement Yellow, si je dis pas de bêtises, le studio Yellow qui a bossé dessus. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment l'auteur là a fait des cartes
tout en un seul exemplaire. Les effets parfois peuvent se retrancher, mais quand vous voyez le taf que c'est en termes d'illustration. Oui, il y a énormément de travail de développement et d'illustration et d'édition, tout simplement. Oui, exactement. Ici, on change totalement de style de jeu, puisque là, on est sur un jeu d'ambiance. Très Trabord, c'est un jeu à partir de 10 ans, même si je pense qu'on peut y jouer à partir de 8 ans, mais souvent les jeux de bluff, là en plus il y a un côté un peu mutin, un peu pirate, donc du coup plutôt 10 ans et plus. C'est pour 3 à 8 joueurs, donc plutôt jeu d'ambiance à très nombreux, et c'est 20 minutes les parties, c'est extrêmement rapide et facile d'accès. On est sur un jeu à rôle caché, ça tombe bien parce qu'on en manque beaucoup, hein. Des fois on demande des jeux à rôle caché autres que Love Letter, autres que Loup-Garou, autres que Time Bomb, donc on cherche, je dis pourtant il y a de la proposition, mais ça fait du bien d'avoir d'autres jeux comme ça qui arrivent tout en étant aussi accessibles. Ce qui va se passer dans Très Trabord. Donc, on fait une mise en place en fonction du nombre de joueurs. Il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment la répartition des rôles. Donc là, j'ai fait une mise en place, mettons, à 5 joueurs. 5 joueurs, il y aura 4 pirates et 1 mutin. On mélange ces cartes-là. Chacun des joueurs va recevoir un rôle face cachée. Il le consulte secrètement, secrètement, et il le laisse face cachée. Si vous êtes pirate, il y aura plusieurs manières de gagner la partie. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. Mutin aussi, il y en aura quelques-unes, mais un peu moins. On va commencer avec 3 cartes en main. Et je vais déjà pouvoir expliquer les différents types de cartes qu'on peut trouver dans ce jeu. Donc dans Très Trabord, vous aurez différents types de cartes. Il y a les cartes qui font plus 1, il y a les cartes qui valent 0, il y a les cartes qui font moins 2, il y a les cartes d'action, que je mets un peu à part. Lorsque vient votre tour de jeu, vous allez tout simplement jouer une carte de votre main parmi 3. Et vous allez la placer face cachée dans une zone qu'on va appeler le coffre en fait. Ça c'est le butin, on va essayer de le gagner entre guillemets. Hein. On va surtout essayer de deviner sa valeur totale. Et donc ici, le butin, si je suis mutin ou pirate, je choisis une de mes cartes, je vais mettre par exemple celle-ci, je vais mettre même celle-ci, je la mets face cachée dans le butin et j'annonce une valeur. Ça peut être plus 1, ça peut être 0, ça peut être moins 2, mais je peux dire ce que je veux. Là par exemple, en admettant que je sois mutin, je vais jouer cette carte-là et je dis plus 1. Les autres joueurs, ils ne savent pas ce que j'ai joué. Ah bon? Oui, parce que je suis mutin. Les autres joueurs vont pouvoir... Ensuite, je vais repiocher une carte, évidemment. T'es malhonnête. Et les autres joueurs vont pouvoir aussi jouer des cartes dans le butin. Et à chaque fois, on va cumuler des cartes dans le butin. Une carte qu'on ne va pas jouer dans le butin, mais qu'on peut jouer, c'est une autre action. C'est soit je joue une carte ici, soit je joue une des cartes actions. Les cartes actions, elles sont intéressantes parce qu'en fait, c'est des cartes déjà que vous ne pouvez pas placer là-dedans et dire n'importe quoi. C'est des cartes que vous jouez face visible et vous appliquez l'effet. Donc là, par exemple, vide tes poches, vous choisissez un joueur, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous-même, et vous lui dites, tu défausses toutes tes cartes et t'en repioches 3. Donc bon. Des fois, quand vous avez une main pourrie, ça vous intéresse. Quand vous voulez un peu flinguer le jeu d'un adversaire, ça peut vous aider aussi. Le bon débarras, tirer les 2 cartes du dessus du coffre sans les regarder, et ensuite on les défausse. Ça, c'est intéressant si vous soupçonnez des gens. Il y a notamment des cartes, donc il y en a plein des cartes actions. Il y a notamment une carte qu'on peut jouer qui fait partie des cartes actions et qui sont mélangées en un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, c'est les cartes de planche. Quand vous soupçonnez un joueur, vous avez le droit de jouer une carte planche devant lui. Vous dites, toi, t'es un peu louche quand même, parce que grâce à la longue vue, j'ai pu regarder ce qu'il y avait là, et j'ai vu que tu avais dit plus 1 alors que c'est un moins 2. C'est bizarre. Donc du coup, je mets une planche devant toi. C'est ça qui te peint au nez, Alexandre. Si jamais un joueur se retrouve avec 3 planches devant lui, il va devoir révéler sa carte. C'est là qu'on va arriver dans les fins de jeu. Alors, première manière de mettre fin au jeu. Là, comme on est 5 joueurs, le montant total du butin qu'il va falloir essayer d'atteindre, ça va être 11. Donc si moi, en tant que pirate, je pense que là, il y a un butin qui fait un total de 11, je dis ok, moi go. Avant de jouer quoi que ce soit, je dis non, moi je pense que là il y a 11 et on va les vérifier. Je retourne, hop, je vais révéler évidemment mon rôle, je suis pirate, et je vais compter le butin. Si le butin est au moins égal à la somme à atteindre indiquée par les règles, donc là 11, si c'est au moins égal à 11 ou plus, j'ai gagné et tous les pirates ont gagné, les mutins ont perdu. A l'inverse, si je me plante, mettons là il était de 9, j'ai mal calculé, et ben c'est les mutins qui vont gagner la partie. Il y a une autre manière, notamment quand vous éliminez des joueurs, si le ou les mutins ont été éliminés, vous avez gagné la partie en tant que pirate. En revanche, si jamais vous éliminez un pirate, à partir du moment où il y a autant de mutins que de pirates, du coup les mutins ont gagné la partie. Donc c'est relativement accessible, sachant que, et c'est tout à fait possible, le paquet de cartes, si jamais il est vide, les mutins ont gagné. Donc les mutins vont essayer de faire perdre du temps, ils vont essayer de faire croire qu'ils ont joué des cartes positives pour que un pirate se plante et comme ça ils vont gagner la partie. Exact. Vous allez essayer de soupçonner des gens, mais les mutins peuvent jouer ces cartes-là, ils ont le droit de les piocher. Donc un mutin peut très bien troubler les autres joueurs en disant lui il est louche quand même, j'ai regardé les cartes et il avait dit plus 1 alors qu'il a mis du 0, ce qui est assez étrange, ce qui n'est pas vrai du tout, mais je mitonne, c'est normal. Et du coup je joue une planche devant lui, ça va peut-être influencer les autres joueurs justement pour jouer d'autres planches et du coup ça va éliminer de plus en plus de joueurs. C'est un jeu
extrêmement accessible. Vous Oui. voyez, là, je vous ai expliqué les règles. La mise en place change toujours en fonction du nombre de joueurs, c'est-à-dire que le nombre de cartes planches va changer. Le nombre de cartes actions et de plus 1, moins 2, 0 ne change pas, mais le nombre de rôles va être distribué différemment. Et le en nombre fonction de du pièces nombre qu'il de faut joueurs. arriver à mettre dans le butin. Exactement, évidemment. ça forcément ça change tout le temps en fonction du nombre de joueurs. Jeu très accessible et ça renouvelle un petit peu cette gamme de jeux qu'on a, de jeux d'ambiance à rôle caché. Je te laisse enchaîner. Et je vais pouvoir vous expliquer très rapidement, quick shot. Pourquoi très rapidement? Parce que c'est un jeu qui se joue très rapidement. C'est un jeu de Seiji Kanai, illustré par Pauline Détraz. C'est un jeu d'ambiance, petit jeu de cartes rapide pour 3 à 7 personnes à partir de 10 ans. Ils disent pour des parties de 10 minutes, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut être des parties de 2 minutes et hop, on résout et on recommence. Parce que quand même, moi j'ai joué une petite après-midi avec des amis en mode apéro et je me fais accompagner musicalement, c'est très agréable. C'est incroyable. Et ça se joue tout seul, ça se joue vraiment tout seul. C'est un jeu où il y a beaucoup de hasard, mais vous allez pouvoir anticiper un peu ce que peuvent jouer les autres et puis surtout au bout d'un moment vous allez comprendre un peu comment ils fonctionnent, les cartes qu'ils aiment bien, etc. Ok. Comment on joue? On va jouer en 4 manches. Il va y avoir un joueur en début de partie qui va avoir la carte leader comme ceci. Le deuxième joueur qui aura la carte leader, soit c'est un autre joueur qui lui a volé, soit c'est toujours le même joueur qui a réussi à garder la carte leader, va toujours incrémenter la carte de 1. Et il y a 2 cas de figure pour gagner. Soit à la fin de la 4e manche, vous avez la carte leader, c'est comme ça que vous gagnez. Très bien, Soit vous avez éliminé tous les autres joueurs. très bien. Voilà. Il y a aussi un cas de figure où tout le monde est éliminé et là on recommence une partie parce qu'il n'y a pas de gagnant. C'est possible. C'est possible. Il faut un peu être bourrin quand même, je ne vous le cache pas. Et en même temps, quand ça arrive, c'est rigolo. On reçoit 5 cartes. Ce sont des cartes d'action. Des cartes, il y en a 8 différentes. Ok. Donc on les connaît très rapidement, toutes. On va donc tous avoir des cartes. On va jouer donc, je vous l'ai dit, 4 manches. La première chose qui va se passer, c'est que le joueur qui a la carte leader, c'est le leader. Cette personne va piocher une carte de plus. Ok. C'est pas mal parce qu'on pioche pas beaucoup. Admettons, vous n'êtes jamais le leader, vous ne repiocherez jamais en fait dans le jeu. Surtout, cette personne va commencer à jouer une carte. On va dire par exemple que c'est moi et on va dire par exemple que je jouais cette carte. Je la joue face visible. Ok, parce que t'es premier joueur. Parce que je suis premier D'accord. joueur, j'ai eu la chance de piocher deux. J'ai eu la chance d'avoir le leader, Ah oui. ou alors je l'ai récupéré une autre manche, mais enfin là c'est au tour 1, j'ai eu la chance. Du coup en contrepartie, les autres joueurs savent un petit peu ce que je vais jouer. Et les autres joueurs, ils vont chacun jouer une carte, eux, face cachée. Donc on va dire qu'il y a 4 autres joueurs, admettons. Puis ils vont dévoiler. Hop, hop. Première chose qu'on regarde, on regarde s'il y a des joueurs qui ont joué la même valeur. Ok. Là, admettons, il y a ces joueurs-là qui ont joué le 8. Eh bien, pour cette manche, ils retournent leur carte. Ok. Ils servent à rien, ils le regardent jouer. Très bien. Au pire, ils peuvent s'en sortir sur un malentendu. Et ensuite, on va résoudre du plus bas vers le plus haut, tout simplement. Ok. Et donc, en fait, par défaut, c'est la personne qui aura la valeur la plus haute qui va gagner. Mais il y a des textes sur les cartes. Et Bien par exemple, sûr. ici, le camouflage me dit vous ne pouvez pas être éliminé pendant cette manche. Donc, en gros, vous ne gagnerez pas, mais, pas éliminé. ça peut bien se passer pour vous. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous faites éliminer et vous sortez du jeu. S'il y a des effets qui nous amènent ceci. Moi j'ai joué la ruse 3, inverser l'ordre des forces. C'est-à-dire qu'en fait désormais c'est les valeurs les plus basses, les plus hautes, et les plus hautes qui sont nulles. Bon c'est un peu dommage, je pensais pas que quelqu'un allait jouer à 1. Je pensais que moi avec mon petit 3, je serais le mieux. Il y a quelqu'un qui a joué le 5, explosion. Quiconque dont la carte est retournée est éliminé. Les deux joueurs là qui sont fait éliminer, qui sont fait retourner leurs cartes sont éliminés. Hop là. Et pour la partie, c'est fini, on n'est plus que 3. Et ensuite on va enchaîner. On passe à la manche 2. Donc c'est le joueur qui a joué le 1 qui finalement récupère le leader et on recommence et vous voyez on est déjà quasiment à la moitié de la partie. Ça va super vite, le jeu porte très bien son nom. Les illustrations du coup je trouve qu'elles permettent de reconnaître les cartes très rapidement. La thématique c'est la bagarre. Okay. Oui, mais c'est vrai, oui. en fait c'est pas un jeu qui a besoin de vous raconter quelque chose, c'est un jeu qui a besoin d'être immédiat et c'est un jeu qui est vraiment immédiat. Si vous cherchez ce genre de jeu, et voilà c'est Banquise Édition qui propose ceci. On va décaler par ici. Vous parlez du Cortège qui sort cette semaine, un jeu de Dorian François, illustré par Valentin Aubry, un jeu pour 2 personnes uniquement, un jeu asymétrique, donc on va pouvoir jouer 2 rôles différents. Et c'est LEDS qui propose ceci, alors c'est un acronyme LEDS, mais je ne me rappelle pas, pour les éditions du silence. Voilà. Ok. Partie d'environ 20 minutes. Il recommande à partir de 14 ans, pourquoi pas. On va jouer en 2 manches. Il y a donc 2 rôles, je vous l'ai dit. Il va y avoir d'un côté un joueur qui va jouer le pouvoir en place, comprendre ici donc à présent les forces de police, finalement les forces de l'ordre. Et le contre-pouvoir, comprendre des manifestants. Les gentils. Ne rentrons pas là-dedans, Alex. On va faire une première manche et ensuite on va intervertir les rôles. Et on va faire la deuxième manche et on va regarder les points, tout simplement. C'est un jeu évidemment qui va amener des débats, c'est un jeu qui va amener des blagues, etc. Mais le jeu en lui-même, il pose ça sur la table, il vous dit c'est un jeu de pichenette. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, c'est un jeu de pichenette, mais j'allais y venir. C'est un jeu de pichenette, c'est pas un jeu qui a vocation à lancer des débats. Ceci dit, il va le faire. Oui. Je pense que c'est une volonté éditoriale et de l'auteur, évidemment.
comment est-ce que donc on va jouer? Eh bien, le joueur qui va jouer le contre-pouvoir va avoir deux moyens de marquer des points, et le joueur qui va faire le contre-pouvoir va en gros l'empêcher de faire des points. D'accord. Moyen de marquer des points du contre-pouvoir. Vous allez pouvoir tirer l'opinion publique à vous. De base, l'opinion publique, il n'est pas trop avec vous. Et via certaines actions, vous allez pouvoir le tirer vers vous, et ça peut faire des points. Autre moyen, vous allez envoyer des personnages, des manifestants, dans le bâtiment. En gros, si vous arrivez à mettre bien dans le cercle au milieu, puis vous arrivez à passer, et vous rentrez dans le bâtiment. Ça vous enlève un personnage, mais ça fait des points, parce que vous avez réussi à faire ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est que les manifestants veulent rentrer dans un bâtiment public. On ne vous précise pas quoi, à quelle époque, etc. C'est ça l'idée. Le joueur qui joue donc le pouvoir, les forces de l'ordre, vont simplement devoir empêcher ça. Et pour empêcher ça, on va coffrer les manifestants. Donc il y a certains jetons, on a nos jetons qui sont des unités, d'un côté ici comme ceci en ligne et de l'autre en cercle. On fait notre mise en place et ensuite on joue chacun notre tour et on va faire une pichenette. Quand c'est mon tour, je fais une pichenette. Je vais essayer de toucher un jeton en face, une unité en face, mais surtout je vais essayer de toucher les bonnes unités parce que vous allez avoir des petits symboles qui vous indiquent quelle unité, celle que vous êtes en train de jouer, pourra avoir un effet sur une unité en face. Donc en gros, vos unités vont avoir des cibles privilégiées, en quelque sorte. Il va y avoir des unités, par exemple, quand vous touchez, ce sont des journalistes, il y en a d'un côté comme de l'autre, ils prennent des photos, et ils font des interviews ou autres, et du coup, ils peuvent emmener l'opinion publique d'un côté comme de l'autre, évidemment. Vous allez avoir la plupart du temps du côté des forces de l'ordre un moyen de mettre des gens dans le petit panier à la salade là, et hop là, on les embarque. Ça c'est réglé. Voilà. Il y a tout un tas de petites choses comme ça. Il y a des personnages qui ne servent à rien, en gros ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Vous allez les positionner stratégiquement, en tout cas vous allez essayer, ça il faut être bon au jeu de pichenette. Mais ce qui est bien avec les jeux de pichenette, c'est qu'au début on est nul sur la première partie et très rapidement ça rentre. Souvent la première partie est catastrophique et dès la deuxième on a une satisfaction, une progression. Et ces personnages là, vous allez donc les positionner pour bloquer finalement, protéger, vous mettre en ligne de vue pour pas vous faire décagner, etc., etc. Prendre un civil et s'en servir comme protection. Voilà donc pour le cortège de Dorian François, Valentin Aubry par Leds Éditions. Hop, on continue notre pérégrination dans cette boutique et on va aller par ici avec Crack World qui est juste à côté de Crack List. Ce n'est pas un hasard puisque du coup c'est le deuxième jeu dans la série des Crack. On peut dire que c'est une gamme désormais. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Après peut-être qu'il y aura Crack Numbers, peut-être qu'il y aura Crack Animal. Je sais pas. Je n'ai pas que des bonnes idées. Là, on est d'accord. J'ai surtout des mauvaises idées. Crack World, tout est dans le titre. On va constituer des mots. Dans Crack List, on dit des mots. C'était le petit bac, très rapide, très fun, très immédiat. Crack World est un peu plus cérébral. On est un peu moins dans le jeu d'ambiance, dans le côté franche rigolade, mais ça reste quand même un jeu d'ambiance, il y a de la réflexion. Hop, je le retourne parce qu'on a un dos de boîte qui est bien fait. Et qu'est-ce qu'on est heureux, nous ludicaires, quand on a un dos de boîte qui est bien fait. Pour 2 à 4 personnes, pour des parties d'environ une demi-heure à partir de 10 ans, par Pierre Faucon, illustré par Charlotte Faucon, édité par Yaka, distribué par BlackRock. Tout est dit. On va confectionner 4 lignes comme ceci de lettres qui vont former des mots uniquement en horizontal, uniquement en ligne, donc en fait on ne se soucie pas du tout des colonnes. On va chacun avoir notre pioche et notre main de cartes à notre couleur, donc toi par exemple Alex, tu as ta pioche des cartes jaunes, et tu joues jaune, moi je vais avoir par exemple les verts, j'ai ma pioche verte et dans ma main il n'y a que des cartes vertes, ce sont majoritairement des cartes de lettres, il y a quelques cartes un petit peu à l'instar de Cracklist pour aller embêter les autres joueurs, avoir des petits jokers, vous sortir de situations épineuses, etc. Par défaut on va jouer des lettres, quand c'est mon tour, je choisis une lettre de ma main et je vais aller l'ajouter dans une des 4 lignes déjà existantes. Je vais devoir justifier qu'il est possible de faire un mot qui contient l'enchaînement de lettres que je viens de créer ou agrandir. Sinon tu joues un Z, tu mises Zlibaga et ça veut rien dire et t'as pas le droit. Zlibaga, même avec un bon dictionnaire, je pense que sur du francophone on ne trouvera pas en tout cas. Dans les autres pays du monde je ne sais pas, mais Zlibaga je le sens pas. Par exemple, admettons, c'est ton tour Alex, tu as joué ce I ici à la suite du G et du U, tu vas justifier un mot, tu vas dire anguille. Anguille, moi je pensais que tu allais dire guitare te connaissant. Oui c'est vrai. Mais anguille ça fonctionne, c'est tout à fait ok. Et c'est super, c'est ton tour. Et tu repioches et on continue et ainsi de suite. Tu repioches. Alors il y a un moment, en fait on repioche pas à chaque fois, il y a un moment où on vide sa main et on repioche. En fait, voilà, c'est ça. Ça va assez vite. Si, à un moment, tu arrives à compléter un mot et que tu es en majorité strict avec ta couleur sur ce mot. Par exemple, tu as joué le R à jouer. Tu dis, le mot jouer existe, il est complet.
contrairement à Anguille qui n'est pas complet. Oui. Je suis en majorité parce que j'ai réussi à mettre le O et le R, et hop, tu empoches le mot. Et tu vas mettre une nouvelle lettre pour ouvrir, et que le jeu s'ouvre, et ainsi de suite. Autre dernière petite chose à savoir, qui est assez maligne, vous allez pouvoir recouvrir des lettres des autres joueurs si vous possédez la même lettre. Ça fait pas progresser le jeu, mais ça peut le bloquer, l'emmener subtilement dans votre direction. Vous sentez, c'est un peu plus cérébral que du cracklist. Si vous aimez les jeux de mots, les jeux de lettres, et que vous voulez quelque chose de nouveau, parce que c'est quand même relativement nouveau dans sa proposition, je pense que Crackword, ça peut bien marcher. Merci. Je vous emmène ici, qui aurait dû être là la semaine dernière, mais qu'on a des retards de livraison, ça c'est pas nouveau. Donc le dernier Unlock Kids, le troisième, vous avez vu, on est propre, on a fait la première boîte, la deuxième boîte, un peu la troisième. Ici, ce sera Histoire de légende, par Cyril Desmaegd et Marie et Wilfried Faure. Ouais, tout Nous, à fait. souvent on dit Wilfried et Marie Faure. Oui, Souvent. C'est marrant de les voir dans l'autre sens. Marie et Wilfried Faure, ouais, souvent, Ouais, mais dans l'autre sens. Effectivement. c'est marrant. Donc, Unlock Kids, le Unlock l'Escape Game pour les enfants. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'application. Et oui, là, on a juste à assembler des cartes les unes avec les autres pour recomposer des petits sigles comme ça qui vous donneront accès à des nouvelles cartes. C'est à partir de 6 ans, c'est de 1 à 4 joueurs comme à peu près tous les casse-têtes. Et c'est 20 minutes de jeu. Vous aurez 3 univers, à chaque fois dans ces univers il y a 2 aventures, c'est ça aussi qui fait la différence avec le Unlock classique pour adultes où il n'y a que 3 histoires et c'est marre. Là en gros vous avez 6 jeux, 6 parties. Vous avez l'univers au cœur de l'Afrique où il y a un baobab magique et il faut faire revenir la pluie. Vous allez avoir une cité maya, vous allez explorer la jungle et découvrir des trucs secrets. Genre là, le mythique jeu de la balle. Il faut qu'on l'achète et qu'on le fasse. Oui, tout à fait. Et le dernier, bon lui je l'adore, c'est Voyage vers l'Olympe. Ouh là là, j'adore. Donc voyage, navigation en Méditerranée et rencontrer des créatures légendaires et découvrir les dieux grecs quand même. Ça c'est stylé. En Ça, sachant c'est que très stylé. le concept du jeu, c'est Wilfried et Marie Faure et Cyril. Oui. Mais chaque scénario va avoir son illustrateur et son auteur, entre guillemets. Tout à fait. Là, notamment, on voit que sur le cœur de l'Afrique, C'est Wilfried et Marie Faure. Mais c'est illustré aussi par Sepio. Oui, c'est Pio qui a fait Chouilletu, non? C'est pas Oui, ça. Chouilletu, Voilà. qui va illustrer le prochain jeu de Charlet. De Charlec, Voilà. Vie de renard. Trop bien, j'ai trop Exactement. hâte. Là, il y a les Mayas, c'est par Florian Fay et illustré par Olivier Danchin. Et celui-ci, Vers l'Olympe, c'est de Émeric Duperré et Xavier Violo. Et encore illustré Olivier. par Olivier Danchin. Voilà, donc là, on va derrière le comptoir. Et on se retrouve derrière le comptoir pour vous présenter les 2 nouveaux Marvel Champions, donc les 2 héros de Marvel Champions qu'on a reçus. Psylocke, elle est trop stylée! On a Psylocke effectivement qu'on a reçu, et enfin Psylocke qui est là, et comment il s'appelle, Angel, qu'on a reçu également. Pas le vampire émo Oh, j'allais torturé. faire la même blague nulle. Merci Alice. On a trop la même rêve. Bon, On bref, regarde c'est de bonnes séries. là. Comme ça. Tu es en minorité ici. Très attention. Angel qui lui, d'après ce qu'on sait, va avoir en fait 2 phases de héros bien distinctes, donc il a toujours sa phase d'alter ego, il a une phase d'ange tactique, entre guillemets, qui est un peu soft mais qui peut quand même vous aider à résoudre à défaire quelques complots de l'ennemi, et la phase un peu plus super ange où là il va venir C'est pour archange puissant. archange puissant, où là il va venir Archangel quand même. taper des gens. Voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un mot, s'il te plaît, Non. sur son super vilain qui est Oui, dans sa boîte? le fameux super vilain que tout le monde Connaît connaît. et craint Et bien et sûr. craint. C'est le fameux harpon. Quoi? Harpon, le terrible! Oui, harpon de terrible. Dont Le méchant pouvoir- principal de l'univers X-Men! dont le pouvoir est de pouvoir. Alors attends, la Donner. définition. Définition s'il Alors, te plaît. s'il vous plaît, le pouvoir de Monsieur Harpon, enfin du terrible Harpon. Capacité surhumaine de transformer n'importe quel objet longitudinal en différentes formes non identifiées d'énergie. Vous avez 4 heures. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, vous le Génial. saurez tous. C'est fantastique. Passe à Psylocke. Alors, Oui, Psylocke, passons à Psylocke. Allez, hop. Psylocke qui, dans la description, a l'air de plutôt ressembler à Gamora. Gamora qui était très polyvalente parce qu'elle avait plusieurs affinités. Elle avait le droit d'en prendre 4, mais avec un certain nombre de cartes définies par rapport aux affinités. Là, Psylocke elle a l'air d'avoir une polyvalence, mais surtout elle a l'air d'avoir un moyen de booster son attaque. Et notamment, tu m'as dit tout à l'heure, un système de prise. Ouais, de prise. Je ne sais pas Non, à quoi je ça sais pas correspond. Je pense qu'il peut faire référence au contrôle, au contre
quand on fait du contre pour enlever de la menace, parce qu'en fait, comme elle est en justice, la justice permet d'enlever de la menace. Donc je suppose que c'est ça que ça voulait dire. Peut-être une mauvaise traduction sur prise et contre, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'ils sont disponibles à la boutique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a Ensuite, d'autre on a une autre nouveauté, on a la deuxième extension pour Happy Little Dinosaurs. Donc ces petits dinosaures extrêmement mignons. Très très cute. Voilà, qui font face aux cataclysmes de la vie, qu'ils soient astéroïdiens ou juste ruptures de les ruptures, Ça. se faire ghoster, être en retard au taf, voilà. Et bien ici, ça rajoute des nouveaux problèmes existentiels. Existentiaux. Existentiel. Existentiel avec un S à la fin. Il me semble que c'est legit. Je sais pas. Ah, mais c'est bon, parce que le les 23h passées, c'est bon ça, c'est bon. Oh là 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 là. Ça intègre maintenant les problèmes du changement de votre corps. Vous savez, ce moment béni de l'acné, des hormones en folie, voilà, des boutons, oui, certes, mais aussi, voilà, c'était ça qui était bien, les camarades de classe carnivore. Aïe, Ça, aïe, aïe, tout le aïe, monde aïe, l'a aïe, vécu dans son oui. enfance, bien évidemment. C'était dur. Voilà, vous avez des nouveaux petits problèmes dans votre vie. Puberté dangereuse. Exactement. Et là, on a les retours en... Yeah, pousse ton coude, toi. Les retours En soc. Retour. Yeah. On a Feu de camp, petit jeu d'adresse cool. chez Matago qui est très très bien parti cet été, qui fera je pense un parfait Secret Santa aussi pour cet hiver. Complètement. Hein, voilà, petit jeu d'adresse où avec une pince à épiler vous allez agencer des petits cubes pour les mettre en pile sans faire tomber. C'est Petit jeu très qui très sera très dur. Très cool à retrouver au coin du feu. C'est 23h. Et Hidden Leaders, ce jeu de tir à la corde très opportuniste. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah, Voilà, en fait, c'est un de jeu cartes, un hein. peu de combo de cartes, effectivement, de tir à la corde, mais sur 4 cordes différentes Ouais. en fonction des peuples sur lesquels vous allez jouer. Ça va tirer plutôt la victoire vers le peuple de l'océan. Vous, de la vous forêt. adaptez grave à quel camp est en train de plus s'approcher de la victoire. En fait. Exactement, ouais. Voilà, donc de retour de chez Matago, qui sont très cool. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéressait le plus depuis le début de la vidéo, bien évidemment, quand je vous l'ai dit. Vous avez sûrement avancé comme ça sur la vidéo. Vous allez pouvoir essayer de gagner un de ces deux jeux. Donc Quickshot, que tu as expliqué, et aussi Crackwords, que tu as expliqué. Exact. Donc, s'il les a bien expliqués, Antoine, vous devez avoir envie de jouer aux deux, voilà. Mais si vous voulez en avoir un plus que l'autre, et bien en gros il va falloir commenter. Voilà, donc c'est comme ça que vous participez au concours, écoutez bien. Dans les commentaires, vous écrivez le nom du jeu que vous avez envie de gagner. Voilà, si vous préférez gagner Crackworld, vous écrivez en commentaire Crackworld et vous nous dites bonjour, on vous aime bien aussi, c'est gentil ça. C'est très important. Voilà, parce que quand juste vous nous marquez le truc du concours, on est genre... C'est éligible, hein, mais on Oui. préfère un petit mot. Bah oui, quand vous dites coucou, on vous aime bien, je veux participer. Enfin, Faut pas obligé de vous vous aider. êtes pas obligé, mais bon, c'est gentil quand même. Ou Quickshot, vous précisez du coup en commentaire. Et après, on fera un tirage au sort. Et celui qui est tiré au sort, gagnera le jeu qu'il avait mis en commentaire. Voilà, Tout à hein. fait. Ça va, c'est à peu près clair. Parce Ça que c'est me paraît 23h, donc ça commence à. Voilà. Et comme je vous avais promis aussi en début de vidéo, et tout de suite, le focus. Et coucou YouTube! Salut! Nous voici dans ce focus sur Empire's End, gloire et déclin, qui nous a été très gentiment envoyé en avant-première par Lucky Duck Games. Merci Guillaume et Davy, merci beaucoup, on vous adore. Donc, qu'est-ce que Empire's End? On l'a vu à Vichy, il nous a beaucoup intrigué. Oui. Donc on est très content d'avoir eu une boîte. C'est un jeu voilà, de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. C'est quand même un jeu initié expert un peu. Hein. Entre 45 minutes et 60 minutes de jeu. Oui. Voilà. C'est par monsieur John D. Clare et c'est magnifiquement illustré par Kwanchai Moria. Oui. Ça, je pose, peut-être que c'est pas du tout Très comme joli, ça qu'il d'ailleurs. faut dire, mais ce jeu est magnifique. L'édition est splendide, Oui. voilà. Et on se demandait, mais Guillaume, est-ce que c'est une version Kickstarter ou est-ce qu'on l'aura vraiment en boutique? Et non, mes chers amis, c'est une version que vous aurez effectivement en boutique avec ces magnifiques rangements perso. Ça, c'est un rangement pour un joueur. Oui, Voilà, il y en a chacun a 4, son truc comme ça. Il y a ce rangement de ressources et autres. On a des pions en bois comme ça, oui, parce que vous allez voir le thème, ça crame. Oui. Vous avez des pions comme ça, enfin, et le jeton de marqueur de score. Bref, très très beau, des grosses tuiles. Bon, maintenant qu'on a
on a souligné cette qualité magnificence. d'édition. Voilà. Qu'est-ce que Empire's End? Moi, je vais pitcher, et lui, ce sera l'homme de la mécanique, comme toujours. En gros, vous êtes un grand empire qui a connu des siècles de prospérité. Et là, c'est la fin. Ça sent pourri, c'est la fin pour vous. Voilà, votre civilisation est en déclin. C'est la décadence totale. La famine, les maladies, les envahisseurs. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc tout le monde va avoir son petit royaume qui est là, qui va commencer à cramer. Voilà, qui va passer de « Oh, c'est joli » à « on va tous mourir !» Voilà, le but en fait, ça va être de tenir tout ce marqueur de tour là, sans trop cramer. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch. Mais quoi qu'il en soit, vous allez faire face à des cataclysmes, des catastrophes, et il faudra en tirer profit comme vous pouvez, perdre certaines batailles pour pouvoir choper d'autres opportunités, et se refaire. Voilà, faut savoir se refaire. Maintenant, on va passer aux règles. Yes, je souligne le matos quand même, parce que là vous voyez peut-être pas assez, mais... J'avais vu. Ouais, parfait. Donc chaque joueur commence avec une cité qui est représentée avec ses 11 tuiles, et en fait c'est un joueur qui va mélanger ces tuiles-là, les aligner de gauche à droite dans un ordre qu'importe, aléatoire, et les autres joueurs vont reformer de la même manière cette frise en fait qui va constituer leur cité. On va au-dessus en fait apposer une petite frise qui va indiquer le nombre en fait de tuiles qu'il y a, et surtout les numéros, ça aura un impact durant la partie. Et en plus de ça, on a donc des ressources comme vous avez vu, et un plateau central, dans lequel en fait le plateau central va, et ça c'est hyper bien fait, c'est pour ça que je le trouve plutôt en catégorie initiée, suivre la progression en fait du marqueur et du coup des différentes phases de jeu qui seront marquées directement sur le plateau. Donc il n'y a pas besoin trop d'aides de jeu, parce qu'en final l'aide de jeu c'est le plateau, et autour duquel on a des points de victoire qu'on va calculer durant la partie et aussi à la fin. Donc le but c'est de faire le plus de points de victoire. Ce qui fait des points de victoire, c'est vos bâtiments qui sont toujours vivants, entre guillemets, toujours en bon état. Prospères, exactement. Si jamais ils sont du côté en train de brûler, c'est des points de victoire que vous ne compterez pas en fin de partie. Durant la partie, on va pouvoir jouer des cartes qui vont nous permettre aussi de marquer des points durant la partie, mais aussi à la fin. Et un tour de jeu, comment ça se passe? C'est super simple. Vous avez un marqueur de tour qui est ici. Pour rappel, là, on a mis un plateau pour 3-4 joueurs. Le plateau, il est recto-verso. Donc recto pour 3-4 joueurs, verso pour 2 joueurs. C'est pas tout à fait la même frise et pas tout à fait les mêmes événements. Lorsque vient un tour de jeu, donc au début du tour, on déplace le marqueur et en fonction de où il tombe, il va y avoir une phase. Les différentes phases, il va y avoir des phases de fléau, c'est les plus importantes et c'est ce qu'il y a le plus dans le jeu. Il y a les phases d'économie, c'est là où on va pouvoir activer tous les bâtiments verts, en fait ils ont un dessous vert, et tous ces bâtiments-là vont s'activer et nous permettre d'engranger des ressources. Vous allez avoir des tuiles de croissance qui, elles, vous permettront de construire des cartes, donc essayer d'améliorer vos bâtiments. Ou réparer. Réparer quand c'est tout cassé. Quand tout est cassé, vous allez pouvoir payer des marteaux pour pouvoir justement les réparer. Ça, c'est la phase de croissance. On pourra également vendre des cartes pour gagner de l'argent, ça c'est secondaire. Bien. Une autre phase, ça va être notamment la phase de conflit. C'est grâce à ces cartes-là, vous aurez des cartes de conflit où les joueurs devront valoriser, enfin, on va dire, miser de l'argent ou des haches en ajoutant leur force militaire et essayer d'atteindre un maximum, il y a une jauge, il y a un quota. Un seuil pour ne pas subir, entre guillemets, une insurrection et surtout essayer de gagner plus de points de victoire. Donc, notamment, les conflits, c'est important de ne pas les négliger parce que vous pouvez gagner beaucoup de points de victoire. Donc quand on passe un tour, mettons, si je fais le premier tour, méga simple, je vais tout simplement avancer le marqueur d'une case. Donc là, premier tour, on va avoir un fléau. Comment ça se passe un fléau? En fait, vous allez tirer la carte du paquet fléau. Et cette carte-là, hop, je l'ai mis à l'envers, mais voilà, c'est bon. Ouais, sur la film. Merci beaucoup. Hop, ici on a tiré cette carte-là. Et donc une carte fléau est toujours composée de la même manière. Ici le nom, donc ça c'est une invasion, ça peut être une inondation, ça peut être un séisme. Là c'est une invasion qui va affecter le numéro 5. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre jeton feu et vous le mettez sur le numéro 5, donc ceci. Ça veut dire que caserne. La caserne est en danger, elle va subir une invasion. Ici je reviens sur la carte. Ah, crotte. Ouais. Sur la carte je reviens parce qu'ici vous avez les ressources que vous allez pouvoir payer, donc une hache ou un marteau. Et en dessous, c'est éventuellement quand vous avez des cartes en main, vous allez pouvoir en récupérer, vous allez pouvoir construire cette carte-là et la glisser hop, en dessous. C'est une innovation. Tout à fait. Et là, c'est une innovation, c'est-à-dire que durant un fléau, il y a cet effet-là qui va pouvoir s'activer. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour les effets, évidemment, mais vous avez déjà une idée un peu de la carte. Lorsque un fléau est révélé, le premier joueur, qui a ce petit jeton-là, absolument magnifique, va pouvoir, du coup, soit récupérer le fléau. Il se dit, je le prends, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, son bâtiment en 5, pour le coup dans l'exemple,
va être détruit. Tout Donc cramé. là, il gagnera pas les points pour le coup. Ouais. Et surtout, il n'a plus accès aux bonus que lui donnait le bâtiment, plus les différentes améliorations qu'il lui avait données. Cette carte-là, par contre, en contrepartie, il va pouvoir la construire gratuitement. Donc il va choisir un lieu prospère, évidemment, sur lequel il va pouvoir glisser cette nouvelle carte gratuitement, sans payer quoi que ce soit. Donc c'est la contrepartie. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est si on prend la tuile, enfin pas la tuile, mais la carte. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux pas la prendre? Et ben en fait, vous avez des ressources dessus qu'on vous a montré qui sont une hache et un marteau. Et moi, derrière mon paravent, je vais avoir différents types de ressources. Je vais avoir des marteaux, du blé, des haches et des pièces. Les pièces, ce sont des jokers. Ça paye absolument ce que vous voulez. Vous avez un magnifique paravent qui Exactement. vous récapitule tout l'icono et tout, c'est hyper bien fait. Très très bien fait ce paravent. Donc moi, par exemple, je ne souhaite pas être envahir sur cette case-là. Donc j'ai le droit de payer un marteau ou une hache. Dans ce cas-là, je vais prendre la ressource correspondante et je la mets sur la carte. Je n'en veux pas. C'est à mon joueur de gauche de choisir entre poser une ressource demandée ou prendre le fléau. Au fur et à mesure, les joueurs vont pouvoir décliner autant de fois qu'ils le veulent tant qu'ils ont les ressources à payer. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il commence à y avoir un tas de ressources dessus. Et, Ça, c'est un joker. ouais. Voilà. Et là, on se dit, tout bien réfléchi, la carte commence à être intéressante. Donc du coup, si je récupère la carte, je récupère toutes les ressources qui étaient dessus. Hop, je les mets derrière mon paravent et comme d'habitude, je récupère le fléau. Donc en gros, j'ai perdu des points de victoire, certes, mais je pourrais plus tard, dans une phase de croissance, reconstruire le bâtiment, c'est pas un problème. Mais en plus de ça, j'ai récupéré pas mal de ressources, en plus d'une carte qui peut avoir un effet qui peut être intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les joueurs refusent une carte, déjà ils s'appauvrissent en ressources, mais en plus de ça, la carte devient commence à devenir hyper ouais. intéressante. Une fois que ça c'est fait, le joueur qui a reçu le fléau, qui a accepté le fléau, va récupérer le jeton premier joueur, et donc c'est lui qui va enchaîner sur la seconde phase. Et donc on avance de nouveau, nouvelle phase, on enchaîne. Alors les phases justement, comme je disais, d'économie permettent de gagner des ressources, donc du blé, des marteaux, des haches, et d'autres effets, je ne vais pas tout expliquer évidemment. Vous avez une phase de croissance, comme je le disais, où là on va pouvoir, justement au début de la partie, on commence avec des cartes de fléau en main, et c'est des cartes en fait qu'on va pouvoir construire durant les phases de croissance. Les cartes ont un coût entre 1 et 2 marteaux, et on va pouvoir, avec certaines tuiles justement qui ont des effets de croissance, essayer d'optimiser tout ça. Là, Alice est en train de filmer, je crois, voilà, une carte qui vous indique le gain de cette carte-là. C'est pour un marteau en phase de croissance, je pourrais construire ce conflit, cette carte-là, Ouais, en tirer profit. qui me permettra justement, durant une phase de conflit, de bénéficier de petites épées supplémentaires. C'est pas une magnifique transition pour que tu expliques la phase conflit? Tout à fait. Je suis la meilleure assistante qui soit. Arrivé à une phase de conflit, vous allez du coup tirer ce genre de carte. Alors je t'invite à, pareil, Encore à filmer? Ouais, tout à fait. Il a toujours besoin. Hop, donc je tire une phase de conflit. Cette carte de conflit vous indique plusieurs choses. Déjà, il y a un barème ici. Si vous avez au moins 7 en conflit, entre guillemets, vous allez gagner le bonus qui est juste à droite. Donc là, 7 points de victoire immédiat et un blé. Si vous êtes entre 3 et 6 en termes de force militaire, du coup vous aurez 3 points de victoire et un blé. Et si jamais vous atteignez 1, malheureusement, vous aurez moins 4 points de victoire, malheureusement. En plus de ça, si jamais vous n'atteignez pas la valeur maximum, c'est-à-dire ici 7, vous avez un effet d'insurrection. Là, pour le coup, le fait d'insurrection, il va très souvent, même tout le temps en fait, déplacer des tuiles. Mais des fois, ça peut vous arranger, des fois, ça peut pas vous arranger. Là, pour le coup, l'insurrection indique que votre deuxième bâtiment prospère le plus haut en termes de points de victoire va devoir switcher en place numéro 10. Donc là, pour le coup, ce serait ma cité, parce que ma cité, elle est 32 points, donc c'est la plus haute. Et elle va devoir switcher en lieu 10. Parfois, ça peut ne pas m'intéresser par rapport à des combos de cartes. On va pas rentrer dans le détail pour ça. Donc, pour ça, je regarde mon niveau de force militaire. Donc là, pour le coup, je compte mes épées. Dans ma ville, j'en ai 5. Et pour atteindre 7, je peux payer secrètement. Donc simultanément, tous les joueurs font ça. On met des jetons de hache et ou de pièces dans la main. On ferme le point et ensuite on révèle. On additionne tout ça. Si jamais vous êtes le joueur le plus haut, du coup, vous allez gagner à la fois le seuil maximum. Donc là, c'était 7+, donc 7 points de victoire. Et à la fois, comme vous êtes le ou les joueurs faisant partie de la meilleure force militaire, vous gagnez également les points de victoire, de la victoire et les bonus. Donc encore plus. Donc encore plus. Wow. Donc c'est intéressant de ne pas négliger ça, parce qu'en fait c'est un moyen d'engranger des points de victoire. Ouais, attention, parce qu'en dépensant trop de ressources là-dessus, vous risquez de vous prendre des fléaux dans la face. Ouais. Et donc certes, vous gagnez des points de victoire sur les cartes de conflit, mais vous en perdez probablement parce que vous récupérez des fléaux qui vont vous détruire votre zone.
qui vont vous empêcher d'avoir des nouvelles ressources. Exactement. Vraiment, c'est les gros dilemmes de prendre les fléaux pour les ressources qu'elles vous apportent, parce que tout le monde a raqué et en a mis plein dessus. Exactement. Mais perdre votre cité. En plus, des fois, ça va amener des fléaux sur des zones qui étaient déjà cramées. Par exemple, là, le fléau, il est sur le 9, Oui. qui est déjà un endroit qui est cramé. Vous vous dites, c'est bon, je peux pas recramer mon 9. Mais non, en fait, ça va aller cramer un des trucs à côté. Et en fait, il peut avoir un enchaînement comme ça, et d'un coup, quasi tout votre royaume est en flammes, et vous êtes... Oups, du coup, quand c'est la phase d'économie, que vous devez récolter des ressources, vous pouvez rien récolter parce que tout est en feu. Effectivement. Et en plus, quand c'est en feu, les améliorations que vous lui avez données, elles rapportent niette. Exactement. Donc vous avez amélioré des trucs qui pour l'instant... Alice vous l'a montré tout à l'heure dans la petite vidéo, mais c'est vrai que des fois il y a des cartes d'amélioration qui vont faire des gains en fonction des types de bâtiments qu'il y a à gauche et à droite de l'amélioration. C'est là où les trucs de insurrection qui échangent les tuiles de place peuvent soit vous arranger, soit vous embêter grave. Exactement. Parce que là j'en avais une, je vais vous la refilmer, il y a marqué que je gagne des marteaux pour les voies, s'il y a des voies autour de cette tuile là. Exactement, Voilà. donc là tu vas illustrer ce que tu es en train de dire. Voilà. Mais en même temps pas du tout parce que ici c'est cramé. Donc Oui. pour l'instant ça marche pas, mais imaginons. Voilà. Dans l'exemple, en fait, ici, à la phase d'économie, ici je gagnerais un marteau. Pour rien grâce- du tout, Ah, regarde, non, c'est pour rien. magnifiquement C'est la mal bonne. fait. Bon, Oh rien à là voir. là, regarde, mets-le là. Voilà, exactement. C'était là que tu voulais Qu'est-ce mettre. qu'on est bien organisé. Ici, par exemple, donc, si Alice avait bien joué, Ouais. si elle aurait placé du coup cette carte-là, et donc du coup, À la pour- phase d'économie. à la phase d'économie, elle va gagner un marteau avec ça, et un marteau pour chaque carte qui est une voie adjacente à celle-ci. Donc là, ici et ici. ici. Donc elle gagne en tout 3 marteaux avec cette carte-là, ce qui est très intéressant. Ouais. Les villages vous donnant des réductions de marteaux pour construire des améliorations, Ouais. et la cité vous permettant de switcher différents emplacements. Je pense qu'on a pas mal dépoussiéré le jeu, et surtout qu'il y a un type de carte que je trouve assez intéressant, dont on n'a pas parlé, ce sont des cartes avec des fonds jaunes, et ces cartes-là vont bonifier en points de victoire à la fin de la partie. Je peux te laisser en filmer une éventuellement, ça leur donne à moi un exemple de ce que je suis en train de dire. Ici, en fait, Alice vous filme une carte qui vous fait un point de victoire en fin de partie par ressource de blé que vous avez derrière votre paravent. Parce que sinon ça rapporte 0 point de victoire, Alors, vos ressources effectivement, à la fin. comme on disait, ça, à la fin de la partie, hop, c'est good. Mais malheureusement, ça, à la fin de la partie, c'est pas bon, puisque du coup, vous n'avez pas les 7 points de victoire parce que c'est en décalance, entre guillemets, hein, et malheureusement, vous n'avez pas l'effet ici, puisque la tuile n'est pas sur sa face claire. Prospère, elle est en ruine. Exactement, elle est en ruine. Voilà. Globalement, le jeu, il est très accessible dans le fait que chaque phase est très bien expliquée. Ouais. Elles sont pas interminables. Il y a beaucoup de phases qui se jouent en simultané, donc c'est encore mieux pour la durée de partie. Et en plus de ça, vous avez même moyen de raccourcir votre temps de partie avec un mode éclair. En fait, vous avez sur les deux plateaux un petit logo d'éclair. Et en fait, c'est ça qui devient le point de départ. Et donc, du coup, vous aurez déjà une grosse partie des phases qui sont réduites. Et du coup, ça va vous donner des accélérations dans le jeu. Notamment, vous allez pouvoir commencer la partie avec déjà des améliorations. Ah, Ça va vraiment accélérer le pas mal. jeu. Donc, si jamais vous trouvez le jeu trop long, ce qui n'a pas été le cas pour nous, Non. parce qu'en fait, on joue assez vite. Ouais. Et il y a vraiment des moments où vous sentez que le fléau, il embête tout le monde. Et alors là, il y a des pactoles qui se créent. Là, avec Antoine, Mais on balançait personne là, n'en des ressources comme ça. À la fin, on est un peu... Allez. Et après, j'ai plus rien, je suis Voilà. à sec. On se retrouve vraiment à sec et on se dit, bon, finalement, je gagne 12 de blé. C'est pas dégueulasse, mais je perds ma cité. Bon, j'ai perdu 32 points, mais j'ai gagné 12 blé. Peut-être que ça vaudra le coup, peut-être pas. À la fin, les scores étaient alors serrés entre moi et Alice. Ouais. Antoine était un peu à la ramasse. Bah, Antoine, il a géré ses ressources bizarrement. Justement, c'était lui qui faisait comme ça, et à la fin, bah, du coup, il avait plus le choix, il se prenait tous les fléaux si elle lui a cramé tout son royaume. Et j'avais notamment plus de la moitié de mes tuiles qui étaient retournées. J'ai Ouais. fait une deuxième quand même, mais notamment parce que j'avais une carte qui m'avait permis de gagner 13 points si j'avais au moins 6 de mes tuiles qui étaient retournées face cramée en fait. C'était 6, c'est pas majorité? Majorité. Oui, voilà, Comme c'était- j'en avais 6, et Antoine c'était aussi, toi le ça plus marchait à cramé. égalité. Ben voilà, si j'étais majoritaire dans Mm. les lieux en fait qui avaient brûlé, donc si j'avais brûlé quand même la moitié de ma cité, ben je gagnais 13 points, ce qui était quand même plutôt rentable. Et ça peut vraiment se retourner, parce que moi, au début, vraiment, mon royaume s'est fait cramer, mais Ah oui. hyper vite. J'avais la moitié de mon royaume cramé, je suis genre, bah ça y est, j'ai perdu. Enfin, je peux plus rien faire. Phase de collecte, je collecte rien. J'ai aucun de mes pouvoirs qui s'activent. Et en fait, j'ai économisé. J'ai pris des pièces Oui. en vendant des cartes, parce qu'on peut faire ça. Et en fait, je reconstruisais mes petits trucs. Avec les pièces. Et avec les pièces et des marteaux quand Bien j'en gagnais. Et au final, j'ai fini avec. J'ai réussi à réhabiliter mon royaume. À la fin, je crois que j'avais que deux ou trois trucs cramés sur 11.
j'étais fière de moi. Donc comme quoi, c'est pas non plus hyper punitif. Moi, Non. vraiment, les 3 premiers tours, j'ai fait bon bah super, bah voilà, je vais regarder les autres parce que moi je suis cramée. Mais en fait, pas du tout. Donc très très cool, hein, vraiment plein de dilemmes. Ce truc en plus d'agencement, l'amélioration et tout, Oui. il y a vraiment plein de trucs. Gestion de ressources. Tout à fait. C'est alors du bluff non, mais un peu sur tes ressources en disant ouais. Un peu, ouais. T'es sûr, ouais, bon, parce que moi j'en ai plein derrière mon paravent, hein. Je peux encore te le refiler, le fléau, alors que pas du tout, vous êtes à sec comme Monsieur Antoine. Exactement. Voilà. Voilà pour l'explication Voilà. de Empire's End, gloire et déclin. Encore merci à Lucky Duck, c'était très cool. Yes. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.